Donc techniquement, ils ont utilisé la tactique 551, c'est-à-dire courriel d'hameçonnage distribué par un service de distribution. C'est le vecteur d'infection. Bah là, je vous laisserai aller chercher, aller voir la TA 542, TA 551 sur le quadriciel Myrtre Attack, hein, que je vous avais déjà montré, si vous voulez en savoir un peu plus. Nous, on va s'intéresser aux loaders, hein. Au niveau des loaders, on a donc Cabot, hein, et ID qui ont été utilisés conjointement 1 heure environ à séparer la distribution d'Ice ID à celle de Cobalt Strike. Donc on voit clairement euh, qu'il y a la présence d'un seul attaquant, hein. Utilisateur commun au niveau du loader et du rançongiciel, je vais y arriver. Dans ce cas, c'est Sodino Kibi, et non la présence de deux attaquants, hein. Donc, grosso modo, on dirait qu'Ice a servi de stager, hein, comme première charge utile, et ensuite, on a Cobalt Strike qui arrive pour délivrer finalement Sodino Kibi. Ensuite, mouvement latéral, latéralisation. Phase de latéralisation des différents incidents. On a Cobalt Strike, Adfine, Bloodhound, Bits, Admin, hein. Donc techniquement, je vous dis tout le temps de quoi de bloquer Bits, Admin, hein. Je n'invente rien. Je vous avais fait mes cours sur le syshardening et on voit qu'on a bien. Je vous dis tout le temps de bloquer Bits, Admin et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Tout cela, vous devez les bloquer dans votre pare-feu. Si vous utilisez le pare-feu par défaut, allez voir ma vidéo Hardening Windows, téléchargez SysHardener 1.5, ok? Et je vous conseille d'utiliser ces réglages, hein. C'est-à-dire quasiment tout si vous n'êtes pas dans un environnement d'entreprise, de production, si vous êtes chez vous à la maison, voilà les réglages que j'utilise, hein. Et même, je fais sauter le DCOM, parce qu'on peut faire des attaques via l'OL DCOM, ok? Turn off autoplay, faites la totale, honnêtement. Donc voilà les réglages que j'utilise, hein, et je vous conseille d'en faire autant, hein. Techniquement, je bloque tout ce que j'utilise. Pourquoi? Pour hacker des machines, ni plus ni moins. Vous redémarrez l'ordinateur quand il vous le demande, hein, et ça va sécuriser un tant soit peu votre Windows. En tout cas, voilà, il n'y aura plus ces vecteurs d'attaque. Là, on pourra plus utiliser BitsAdmin, hein. Comme vous voyez, on l'utilise souvent, et ça permet de gérer des jobs à distance sur une machine cliente ou un serveur Windows, hein, mais ça peut être utilisé à des fins malicieuses. BTS Admin, on peut s'en servir pour Windows Update par exemple, mais on peut s'en servir aussi pour exfiltrer des données, faire du mouvement latéral. Un Bloodhound, je vous l'ai déjà présenté. Adfine, je vous le présenterai. Cobalt Strike, pareil, c'est une version payante. Vous avez une version gratuite, mais qui est beaucoup moins bien. Ok. Donc au niveau de l'exfil, on a vu, hein, on a renommé Arclone en SVC Host. Le chiffrement, bah, c'est du RAS, hein, donc ça utilise ces techniques de chiffrement en interne. Donc voilà, hein, ça fait partie de ces grandes familles de rançongiciels, hein, Doppelpaymer, Emotet, Cackbot. C'est vraiment tous ces ransomware, hein, en fait, hein, qui ont frappé depuis 4-5 ans, hein. Emotet même, c'est plus vieux, hein, je crois que ça date de 2012. Donc voilà, les domaines, la frise chronologique, hein. Je vous dis tout le temps qu'on la temporalité, c'est important. Bah là, vous avez tout, hein. Au niveau entre juin 2020 et juillet 2021. Donc ça nous permet de corréler en fait, hein, au niveau des malwares qui sont utilisés et voir bah, les affiliations, les périodes supposées d'utilisation. Et ça a été utilisé en tant que ransomware, mais aussi en tant que chevaux de Troie bancaire, hein. Puisqu'à Motet, par exemple, utilisait, Maze également, utilisait des techniques pour voler le secteur bancaire. Période d'activité, et puis après disparition, inactivité du rançon logiciel. Donc ça permet de corréler les informations et c'est le but du threat intel. Donc lock-in, on a beaucoup de composantes, hein. On a Doppelpaymer, Egregor, Sodino Kibi et Prolock.
Et ce principe de double extorsion, double peine, j'ai envie de dire avec le RAS, c'est il exfiltre les données des victimes en les menaçant de les divulguer et même si elles payent ou elles ne payent pas, parfois en fait ils vont sur le dark web et ils relâchent les informations sur des forums dédiés. Ok. Donc voilà un peu la kill chain, la chaîne d'infection, hein. Courriel d'hameçonnage, distribution de Cackbot et d'ICID, mouvement latéral via le cluster Akamai, Azure, Cobalt Strike, Adfine, Bitsadmin, hein, pour commencer à faire de la reconnaissance et planifier des tâches au niveau de l'Active Directory, exfiltration via Aircloud, chiffrement, et publication des données. Donc voilà un peu hein, l'OpenCTI, donc analyse hein, au niveau de la menace, les tactiques, techniques et procédures utilisées, hein. Donc pour rappel, hein, l'été, vous avez toutes les techniques, tactiques et procédures. Tout va dépendre. Donc vous avez les numéros d'HTTP hein, à chaque fois qui ont été utilisés, hein, et les outils et les différentes composantes au niveau des malwares, les acteurs en présence, les différents secteurs d'activité, le pays, hein, et Lockheed, et ensuite au niveau de la menace, hein, ce qu'on pense, et les différents vecteurs d'attaque. Donc voilà comment on corrèle un peu, hein. Donc pareil, corrélation hein, entre ce qui est constaté et les hypothèses faibles, les liens faibles. Hein. Je vous ai dit, hein, dans les cours sur le renseignement, c'est justement ça, hein. C'est le nombre de fois où vous interagissez avec une personne, un individu, ou une entité, une structure, hein, ça va permettre de créer des liens, hein, N plus 1, N plus 2, N plus 3, et après on dresse des profils relationnels, hein. C'est toute la puissance du truc. Je vous parlais de la théorie des graphes, c'est un peu ça, hein. On va faire des données statistiques, stochastiques, mettre ça en base de données et voir l'évolution aussi hein, des relations, puisque les relations entre individus, mais un malware c'est pareil, entre les infrastructures hein, évoluent dans le temps, hein. Combien il y a eu de communication vers ce serveur de command and control, combien de fois a été utilisé Cobalt Strike, combien de fois a été utilisé Cabot, etc., etc. Doppelpaymer, avec qui, quand, comment. Je vous le répète tout le temps, qui, quand, comment. Mais là, c'est encore plus compliqué, hein. C'est où, quand, comment, avec qui, pourquoi, pour qui. Voilà, c'est des questions que vous devez constamment vous poser. La bibliographie, hein, je vous mettrai en description de la page. Allez lire. Je vous ai dit encore une fois, hein, si vous voulez être bon en cyber, il va falloir lire, faire du threat intel, lire des articles, aller voir les grosses sociétés qui sont excellentes là-dedans, type, je vous ai dit, hein, Mandiant, ils sont excellents, Cyber Reason, ils sont excellents, allez voir ce qu'écrit l'ANSI aussi, Sens, naturellement, Trend Micro, qu'est-ce qu'on a d'autre? Varonis, je les avais cités. Enfin bref, il y a quelques boîtes de cybersécurité, vous devez constamment lire leurs articles. C'est comme ça que vous progresserez. À la fois en termes de technique, de tactique, de procédure, et aussi de vision, hein, comment s'opèrent les cyberattaques d'ampleur. Voilà. Donc ça, c'était pour le document de l'ANSI. Maintenant, on va essayer de s'intéresser à Cabot en détail. Donc comme je vous disais, ça n'engage que moi. Jeune, plutôt motivé, degré de sophistication moyen, cependant utilisation de Cackbot, qui lui
à des techniques beaucoup plus évoluées au niveau de sa sophistication. Donc clairement, je pense qu'on est allé sur le marché noir acheter des cyberarmes puisqu'ils n'étaient pas encore à même de coder ce type d'outils de cyberarmes. Donc ils ont fait appel à des groupes de cybercriminels qui vendent ces fameuses solutions RAS, Ransomware as a Service, dont fait partie Cackbot. Donc parlons un peu de Cackbot, hein. Il a des techniques d'évasion, hein, qui sont intégrées en fait, hein. Au niveau de Cackbot, si on doit en parler au niveau de la pure technique, hein, et on doit disséquer un petit peu comment il fonctionne, c'est sa configuration déjà, elle est stockée dans une clé de registre au lieu d'un fichier, hein. La clé d'exécution va permettre la persistance, mais elle n'est pas en permanence dans le registre, hein, mais seulement écrite juste avant l'arrêt ou le redémarrage. Donc on voit déjà qu'il y a un processus inhérent d'évasion, hein. Puisqu'il n'y a pas de clé de registre, on ne peut pas la chercher. Et si elle est présente, ça veut dire que la machine va s'arrêter ou redémarrer. Et elle va être supprimée à nouveau dès que la machine est relancée, hein. Donc on a un très très bon mécanisme d'évasion qui est assez incroyable. Et l'exécutable de Cackbot n'est également plus stocké en permanence sur le système de fichiers, l'EFS, mais de manière que l'entrée de la clé d'exécution qui est déposée sur le système de fichiers avant l'édit redémarrage est supprimée par la suite, hein. Donc on a un vrai système d'évasion et un vrai système de persistance qui est vraiment sophistiqué. De cette façon, les logiciels de sécurité, bah, ils peuvent pas détecter les artefacts Cackbot sur le disque juste avant l'arrêt du système et peu de temps après le démarrage du système. Cependant, à ce moment-là, bah, le logiciel de sécurité lui-même s'arrête et démarre. Il se peut donc qu'il ne détecte pas la nouvelle méthode de persistance de Cackbot, hein. Et on peut peut-être utiliser du polymorphisme, c'est-à-dire que, en gros, le malware va réagencer encore une fois sa signature, hein, pour tromper les systèmes de défense. Typiquement, ce sont les vers polymorphes qui utilisent ces techniques. Donc c'est des techniques très très évoluées, hein. Donc on a le décodage dynamique juste à temps, just in time, et la destruction des chaînes au moment de l'exécution. Ainsi, toute chaîne utilisée dans le malware n'est décodée qu'au moment de l'exécution en mémoire uniquement et détruite juste après. Donc là, on peut dire que par dichotomie aux techniques utilisées par les attaquants, on voit que notre ami est beaucoup, beaucoup plus évolué, hein. Les gars qui ont codé Cackbot, ce ne sont pas des débutants, loin de là. Donc on a une méthode de livraison, hein, pour les campions qui ont été utilisés par Cackbot, hein, qui sont observés et identifiés via un modèle d'expression régulière, hein. Typiquement, on va utiliser A, B, C de 0 à 9, hein, donc les minuscules A, B, C et de 0 à 9, parce qu'on a toujours des documents macro XLM qui utilisent cette technique. Donc au niveau de l'arrière-plan en fait, hein. Donc au niveau de la technique, hein, ça existe depuis 2008, hein, il y a eu plusieurs versions, on peut parler de Qbot, de Quackbot, de PinkSlipBot, hein, distribué via Emotet, hein. Emotet va télécharger Quackbot sur les PC des victimes, hein, qui sont infectés par Emotet, et il va également distribuer ses charges utiles par mail, hein. On a des campagnes de phishing, de mass phishing, et ça va permettre de lancer des campagnes et de faire ces attaques, hein, de rançon logiciel. Donc la particularité de Cackbot, hein, c'est qu'il est connu pour escalader les intrusions en téléchargeant le ransomware Prolock et dernièrement Egregor, hein. Donc vous voyez que c'est toute une panoplie, hein. On n'opère plus avec un seul logiciel, c'est vraiment une suite, hein, de logiciels et chacun va avoir ses particularités, ses spécificités et va servir à une des étapes de la kill chain, hein. On conjugue ces outils pour faire une attaque d'ampleur. Donc récurrence, hein, au niveau des flux, comme je vous disais, des expressions régulières, ABC 09+. Au niveau de l'analyse technique, si on regarde la chaîne d'infection,
hein. On voit qu'on a des documents Excel, hein, typiquement, qui vont être malveillants. On voit il y a des DLL, hein, qui sont chargés à partir de Lotwin. euh, et on a une DLL, hein, qui s'appelle Horse W. Typiquement, c'est pas un endroit Lotwin qui est classique, j'ai envie de dire. Donc déjà, on a quelques indicateurs de compromission. Hein, on voit que Rega SRV32 est exécuté à partir d'un endroit qui n'est pas classique, j'ai envie de dire. Hein. Et comme je vous disais, Kakbot utilise des moyens de contournement, d'évasion, pour éviter la détection par les logiciels antivirus. Donc, je vous disais, on va utiliser les stubs. Hein. Les stubs vont nous permettre d'injecter, hein, via un point d'entrée la charge utile au niveau du PE. Hein. Les PE sont utilisés de façon bénigne, hein, on s'en sert toujours. Et on va abuser, je vous dis toujours, dans mes précédentes vidéos, on va abuser du stub MS-DOS hérité des binaires PE. Hein. Ça permet de contourner certaines règles de détection statique. Hein. Et le stub, justement, va initialiser la charge utile au sein de l'entête PE qui a été manipulée. Hein, ça permet d'encapsuler la charge utile dans le PE header, ni plus ni moins. Au niveau de la signature du code, on a une DLL initiale qui est téléchargée, exécutée et signée avec un certificat de signature valide. La signature CA est Sectigo, hein, c'est l'organisation qui est donnée comme Aquadirect SRO, qui est une société qui existe. Donc au niveau de ce certificat, encore une fois, ça a l'air legit, hein, comme on dit, sauf qu'on voit que c'est une société visiblement qui se trouve en République tchèque. Euh, donc voilà, à creuser. Et on ne sait pas si le certificat a été obtenu de Sectigo en donnant de fausses informations ou si le certificat a été volé tout simplement via la SRO Aquadirect, hein, ou éventuellement, possibilité, si le certificat a été obtenu de Sectigo en donnant des informations volées à Aquadirect SRO. Hein. C'est trois possibilités qui sont viables. Quackbot est connu pour voler les mails des victimes et les utiliser dans des futures campagnes de malspam. Hein. Donc, spam, malware, malspam. Il est donc préférable qu'ils utilisent également des données de victimes volées pour obtenir des certificats de signature de code. Cependant, les acteurs derrière Quackbot peuvent également acheter le certificat de signature du code auprès d'un tiers qui sera malveillant. Hein. Donc, pareil, technique de chaîne uniquement décodée au moment de l'exécution. Bah ça, oui, naturellement, pour l'offuscation. On va décoder les chaînes au moment de l'exécution en mémoire. Hein. On essaye de rien écrire sur le disque et tout est chargé en mémoire. Et une fois que les chaînes sont décadées, elles sont à nouveau supprimées de la mémoire. Donc, très haut degré de sophistication. Hein. Donc on va utiliser create tool help 32 snapshot et process 32, hein, pour énumérer les processus en cours d'exécution. On vérifie tous les processus critiques, j'ai envie de dire. Et ensuite, Quackbot va définir des bits spécifiques dans un masque de bits pour chaque processus en cours d'exécution. En fonction du masque de bits résultant, le chemin d'infection supplémentaire est modifié. Hein. Si on a par exemple un VP qui est rencontré, il injectera son code dans MobSync au lieu de Explorer.exe, étant donné que les noms de processus recherchés sont liés à des solutions de sécurité. Nous pensons que de cette façon, Quackbot adapte son chemin d'exécution pour échapper à la détection par des fournisseurs spécifiques. Donc là, pareil, assez intéressant. Il va utiliser une boucle infinie en utilisant à nouveau create tool help 32 snapshot et process 32. Il va vérifier s'il y a srvpost.exe, si on a Frida WinInjector, le helper 32 bits ou 64 bits, et s'il détecte un de ces processus, le flux d'exécution créera une boucle qui va appeler continuellement le wait for single object, hein, via un handle, et ça va générer via un create event, création d'événement, donc un null false false qui va s'exécuter dans une boucle infinie.
Donc on voit qu'il y a des systèmes de détection, hein, c'est assez intéressant et en fonction des détections qui sont faites par le malware, il va adapter son comportement, son heuristique. Pilote de périphérique, hein, on a également des recherches au niveau des pilotes de périphérique, VBox, Red Hat, Qemu. Il va essayer de détecter tout simplement s'il n'est pas dans un environnement de sandbox. Hein. Et s'il est dans un environnement de sandbox, typiquement c'est ce que font quoi? Ces malwares, ils se mettent en stase. Hein. Ils restent inactifs jusqu'à qu'il soit, comment dire, déployé sur des machines de production, hein. En tout cas, des machines physiques. Et là, il se réactive. Euh, Généralement, on a ce type de mécanismes, hein, qui sont extrêmement évolués, hein. Le virus ne va pas se lancer si il sait que il est dans une machine virtuelle. Donc la recherche, hein, d'A3E64, E55 underscore PR, ça permet de détecter un artefact ENI et éventuellement si ça l'exécute en tant que bac à sable, hein. Donc c'est peu probable, mais il pourrait être utilisé pour détecter un artefact de la solution AVX Core Complex Protection, qui n'existe plus, hein, depuis longtemps, mais qui portait ce nom, hein, au niveau de son driver. On avait le fameux driver.6 qui s'appelait A3E64E55 underscore PR. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un artefact historique, hein. On voit bien que il y a quasiment 12, 13, 14 ans, hein, d'évolution. Il reste des artefacts historiques au niveau du malware, puisque il ciblait des solutions antivirus de protection qui n'existent plus, hein. Donc on voit qu'on a codé, hein, le malware et ses bases, ses fondations datent de il y a plus de 10 ans. Hein, on a construit le code de façon empirique et on a dû lui ajouter petit à petit de nouvelles fonctions. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que, en termes d'historicité, le malware a pas été codé il y a quelques années. Le début du code source a été développé il y a maintenant plus de 12 ans. 14 ans, pardon, puisqu'on parle de 2008. Donc comme je vous disais, hein, s'il détecte un des pilotes de périphérique, le flux d'exécution va s'exécuter dans une boucle infinie qui va continuellement appeler le wait for single object via le handle. Et c'est assez intéressant puisque c'est des techniques d'évasion, d'offuscation. Ensuite, au niveau des API, Quackbot, il démarre dans syswo64, hein, que vous avez tous dans Windows, et à partir d'explorer.exe, hein, à l'état suspendu. Ensuite, il va injecter une nouvelle DLL. Hein, là, c'est intéressant. Create process internal, ntmap view of section, ntallocate virtual memory, write process memory, même copy, ntprotect virtual memory et nt resume thread. Donc, grosso modo, toutes les techniques, pourquoi? Pour migrer un processus en mémoire, hein, ni plus ni moins, et l'allouer. Hein. Au niveau de la mémoire virtuelle, on va faire très très simple. Hein. Donc, on a ces différentes étapes. On écrit dans la mémoire, et comme vous l'avez compris, une fois qu'on a fait notre même copie, il y aura l'effacement, hein, des artefacts en mémoire. Mais la DLL est injectée et on peut retrouver des traces via le PE-Sieve, hein, SIEVE. Technique qu'on utilise en blue teaming, hein, pour détecter la modification des PE-headers. Hein. C'est des traces de compromission, des indicateurs de compromission. Via les PE-Sieve, on peut trouver les IOC, notamment. En tout cas, voir qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées au portable header. Enfin, au portable executable, pardon. Donc, selon que l'énumération de processus précédente a donné des résultats sur la liste, Quackbot va injecter mobsync, comme on l'avait vu, par exemple dans le cas où il y a avp.exe, hein, c'est ce que je vous disais, au lieu d'explorer.exe. Donc, pour simplifier, on va pas suivre le chemin explorer.exe, même s'il a permis le début de l'injection au niveau de la mémoire. Hein. Donc, on voit qu'il y a des processus qui analysent
l'environnement, et ils prennent des décisions en fonction de ça. Donc il va s'adapter à sa cible, et ça c'est assez intéressant au niveau de l'analyse de la menace. Ensuite, la communication via le C2. On a vu un peu comment ça fonctionnait dans le document de l'ANSI, mais techniquement, après avoir évité la détection, le code de Quackbot va injecter dans explorer.exe et commencer à communiquer avec les serveurs de sitôt. Hein. Donc, ces derniers temps, généralement, on utilise des listes IP de command and control qui sont chiffrées en RC4. Le RC4 est beaucoup utilisé dans ce type d'attaque. Les 20 premiers octets de la section contiennent la clé RC4, de chiffrement de déchiffrement. Les 20 premiers octets des données déchiffrées contiendront la somme SHA-1, fonction de hachage, sur le reste des données déchiffrées. Il est utilisé pour une vérification pour le décryptage correct. Contrairement à la version précédente, la liste C2 est maintenant stockée sous forme binaire et non plus sous forme de texte ASCII. Donc on se retrouve avec des techniques d'encodage, d'offuscation, de chiffrement, qui vont permettre encore une fois d'exfiltrer les communications sans être emmerdé par les systèmes de défense, les EDR, les XDR, les HIDS, HIPS, le DPI, etc., etc. Puisqu'à partir du moment où vous chiffrez et que éventuellement vous exfiltrez les données à l'heure d'ouverture de l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Il y a beaucoup de bruit sur le réseau. Tous les salariés sont dans la boîte, ok? Et vous pourrez vous masquer plus facilement dans le bruit du réseau que si vous exfiltrez les données à 2 heures du mat quand il n'y a plus aucun salarié dans l'entreprise, ce qui est un petit peu logique. Donc on synchronise les attaques, les cyberattaques avec l'heure d'activité des salariés dans l'entreprise, si on n'est pas un blaireau. Donc le script et le chemin d'accès à la DLL, il l'injecte dans explorer.exe et on voit qu'on arrive à extraire les adresses du C2 qui communiquent sur différents ports. On a du 995, du 443 HTTPS, du 2222 et d'autres ports. La configuration elle est stockée à l'aide d'un même schéma de chiffrement RC4. On peut voir la campagne, là elle s'appelle ABC103 au niveau de l'échantillon, stocké dans du texte ASCII brut, et on voit qu'à chaque campagne, en fait, il y a une incrémentation de 1. Donc si on est à 103, je vous laisse deviner combien de fois a été utilisé l'outil. Cela permet aux opérateurs derrière Quackbot de garder une trace de la campagne à laquelle chaque victime se connecte à son serveur C2 lui appartenant. Un autre identificateur actuellement observé est TR02. Cet identifiant, cependant, est resté le même sur plusieurs campagnes de mal spam. Donc on n'arrive pas à déduire logiquement à quoi il sert pour l'instant. Via la connexion C2, les opérateurs derrière Quackbot peuvent contrôler à distance le malware et déployer des modules malveillants supplémentaires. C'est tout le principe du command and control. Donc Hackbot ne stockera plus sa configuration et sa liste C2 sur le disque, il utilisera le registre pour le stockage. Vous êtes beaucoup plus discret. Donc au niveau du nettoyage, la version précédente de Hackbot remplaçait son exécutable initial par une copie de cmd.exe, mais c'était pas mal, mais peut mieux faire. Du coup, maintenant il remplace la partie de la DLL initialement téléchargée après l'entête PE par des zéros. Donc encore une fois, il y a une technique d'offuscation et d'effacement des traces, puisque si on réécrit des zéros, les données ne sont plus lisibles. Donc en termes d'entropie, la mise à zéro des données après l'entête peut être clairement vue lors de la comparaison du tracé précédent avec un tracé du fichier DLL après effacement. Au niveau de l'entropie du binaire, qui nous permet en blue teaming de comprendre les choses et voir plus le niveau d'entropie est élevé, plus ça veut dire qu'il y a des risques d'activité, soit de chiffrement, soit d'exploit, soit de modification, en tout cas. Et pareil, via l'entropie, on va pouvoir, au niveau de la cryptographie, comprendre un petit peu si l'entropie a un niveau élevé ou pas,
on peut en déduire beaucoup de choses en termes cryptographiques. Donc la persistance, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le mécanisme de persistance a également changé, hein. Donc on avait une entrée de registre de clé d'exécution, hein. Maintenant que vous connaissez, je vous ai fait quelques cours là-dessus, ce qui se trouve dans HKCU. On a Software, Microsoft, Windows, Current Version, et on a le fameux Run, hein. Typiquement, allez regarder à cet endroit, parce que si je pirate votre ordinateur, je créerai une clé de registre pour me faire de la persistance, typiquement à cet endroit-là, hein. Cette clé n'est définie juste avant l'arrêt, le redémarrage ou la mise en veille du système, hein. Donc on voit qu'il y a un système de protection tout simplement. Eh ben, si ces trois étapes adviennent, bah, en effet, il y a, pour pouvoir avoir de la persistance, il faut qu'il y ait une clé de registre, hein, qui permette quoi? Ah bah, la remise en veille en démarrage, hein, ou redémarrage, ou après un arrêt, un redémarrage, de pouvoir récupérer la main sur la machine. Donc la DLL correspondante n'est également déposée sur le disque dur que juste avant l'arrêt, le redémarrage ou la mise en veille. Donc ça, c'est intéressant, hein. Et une fois que le système est redémarré, on a un reg SRV 32 qui va exécuter, hein, à partir d'Excel. Donc là, c'est assez intéressant, qui va charger une DLL malicieuse qui se trouve dans l'App Data Roaming Microsoft, dans un répertoire qui a été créé, et qui va réinjecté dans explorer.exe, hein. Donc on voit deux points de terminaison qui sont utilisés. On a le AppData Microsoft, hein, avec des DLL malicieuses, et on a le répertoire initial qu'on a vu, hein, loadbin, qui est sur le C. Et à partir de là, on a ce principe de persistance, hein. Et ensuite, Cabot supprimera ensuite l'entrée du registre de clé d'exécution, supprimera la DLL qu'elle a déposée sur le disque avant le redémarrage, hein. Donc on voit bien qu'il y a ce système assez évolué d'offuscation pour minimiser, hein, au maximum sa signature auprès des logiciels de défense, antivirus, etc., etc., hein. Donc la persistance de Cabot ne peut pas être détectée au moment de l'exécution. Donc ça, c'est assez violent, hein. Parlons un peu d'Egrégor, hein, puisqu'on a vu qu'avant ça utilisait Prolog, maintenant ça utilise la nouvelle version, j'ai envie de dire, qui s'appelle Egrégor. Donc c'est un ransomware qui va permettre de voler les données de leurs victimes avant de les chiffrer pour les extorquer. Non seulement avec du chiffrement, du déchiffrement, mais aussi la publication publique des données volées, hein, sur des sites du dark web. Donc c'est ce principe de double extorsion dont parlait l'ANSSI. Ensuite, on va parler un peu des conclusions, des contre-mesures. Donc on voit clairement que Cackbot essaye d'éviter les artefacts de fichiers persistants, hein. La configuration et l'exécutable de Cackbot sont stockés en permanence sur le disque. Ça, c'était dans les précédentes versions de Cackbot, et on voit qu'ils ont compris, hein, un peu la faiblesse de cette technique, et ils sont passés à des moyens beaucoup plus radicaux, hein, beaucoup plus effectifs en termes de furtivité. Donc ça a permis aux outils de sécurité de les détecter facilement. Ils ont appris de leurs leçons. Donc on voit que c'est un groupe qui a une très très bonne technique et qui apprend de ses erreurs, hein. Donc ça veut dire au degré de sophistication et une certaine intelligence derrière. Donc la nouvelle version tente d'éviter de se faire avoir, hein, en laissant des artefacts sur le disque, hein. Mais ça, je vous ai dit, hein, même nous, Red Teamer, on essaye d'écrire jamais rien sur le disque, tout chargé en mémoire, hein, ou à partir, par exemple, d'un lecteur réseau à distance, hein, pour laisser le moins d'artefacts possible, hein, ou utiliser des protocoles qui laissent que très peu de traces, ou qu'on ne peut pas bloquer. Typiquement, ça sera MSRPC, ça sera les calls RPC, hein, les appels RPC distants. Vous pouvez pas faire grand-chose, hein. Vous pouvez, maintenant, il y a des pare-feux RPC, ok? Mais toutes les attaques Mimikatz, DCSync et tout ça qu'on a vu ces derniers temps, qu'on utilise nous aussi en red teaming pour faire des engagements, eh ben, les méchants les utilisent, hein. Et des fois, c'est extrêmement violent, et même les grosses entreprises ne se rendent pas bien compte, en fait, des implications.
Donc même si Kakabot a changé, hein, le mécanisme de livraison derrière la campagne Kakabot avec les Redex ne l'a pas fait, hein. Par conséquent, une infection par cet acteur de menace peut être évitée avec succès en bloquant les emails initiaux, hein. C'est toujours le problème. Les mails, c'est vraiment les pièces jointes de mails, c'est le premier vecteur d'attaque au monde, hein, ni plus ni moins. Donc, bah, des filtres anti-spam, hein, si vous êtes une société, et puis installer des logiciels, hein, de protection quand même, et essayer de détecter via l'heuristique, passer vos mails à la moulinette, et encore une fois, hein, bah, il faut des couches, hein, de défense pour pouvoir s'en protéger. Utiliser les indicateurs de compromission, les hachages, hein, qui sont maintenant disponibles. Allez voir les techniques Mirtre Attack, hein, que je vous mettrai en, en description. Et voilà. Et puis vous avez le script Python 3 qui permet d'extraire la configuration de Cabot. Ah. Et si vous voulez en apprendre un peu plus, vous verrez comment sont faits les appels, les techniques de chiffrement RC4, hein, comment c'est utilisé et, euh, et comprendre un petit peu mieux le forensique, l'analyse du malware. Moi, je m'arrêterai là. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.